Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un podcast. Salut à tous, bienvenue à Retour à le cinéma, c'est Steven qui vous accueille. C'est Matou. C'est Sissi. C'est Momo. Alors on est là donc pour parler de notre sixième film, OSS 117, et donc comme c'est toi Matou qui l'a choisi, je te laisse la parole. Effectivement, film réalisé par Michel Hazanavicius, sorti en 2006, avec comme acteurs principaux Bérénice Bejo dans le rôle de Larmina et Jean Dujardin dans le rôle de Hubert. Et c'est un film qui est catégorisé comme une comédie d'espionnage puisqu'il reprend les codes de l'espionnage et les déglingue pour en faire de la comédie. Voilà, tout simplement. Ok, alors puisque tu parles du genre, moi je dirais que c'est plutôt en réalité une parodie de ces films d'espionnage, voilà, donc c'est pour ça que comédie d'espionnage, parodie d'espionnage, bon, on a très bien compris, c'est du second degré. Hein. Pourquoi tu as aimé alors, tu as choisi ce film, pourquoi tu as particulièrement aimé? Alors déjà je l'ai choisi parce que la comédie c'est un genre que j'adore de base. L'espionnage, j'avais jamais vraiment vu de film d'espionnage et en fait je l'ai vu avec un collègue et on a, en fait pour lui c'est un énorme classique et du coup c'est quelque chose qu'il voulait me faire partager. Donc on l'a regardé et au final vraiment j'ai adoré parce que le personnage de Hubert est vraiment super fun. Il a des punchlines mais qui sont génialissimes. Et pour le coup, la première fois que je l'ai regardé, on a enchaîné les trois. Donc là, on va s'attaquer que au 1, c'est-à-dire OSS 117, le Caire, ni d'espion. Et par contre, les trois, on les a enchaînés et pour le coup, ils sont vraiment géniaux. Parce que justement, c'est drôle tout le temps en fait. Ok, juste, je précise, excuse-moi, je te coupe une seconde. Quand tu parles du personnage, il s'appelle Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Exactement. Voilà, pour que tout le monde saisisse. Exactement, mais du coup, ce film est drôle, quel que soit ton type d'humour, je pense. C'est-à-dire que t'aimes l'humour noir, t'es vraiment servi là pour le coup, parce que c'est clairement de l'humour noir. L'humour absurde aussi, là je pense que t'es clairement servi. En humour anglais, je m'y connais pas assez. Et en humour plus classique, en mode jeu de mots, vannes et tout ça, là il y en a quand même pas mal aussi. Donc c'est pour ça que c'est un film vraiment extrêmement drôle où tu rigoles du début à la fin, c'est-à-dire qu'il y a certaines blagues où j'ai pleuré de rire la première fois. Donc voilà. T'as un exemple? Procédure habituelle. Ça vraiment, parce qu'en plus c'est une rêve que mon collègue avait avec certains de ses potes et qui m'a expliqué justement pendant qu'on regardait le film. Donc ça rend la blague encore plus drôle en fait. Voilà. Spécialiste du monde arabo-musulman? Oui, bien sûr. Arabo. Oui, alors. C'est celle-ci qui m'a fait beaucoup rire. Effectivement, celle-là est très drôle aussi. Et je ne suis pas spécialiste du monde arabo-musulman, mais j'aime bien la culture égyptienne, jusqu'à ce que les Égyptiens se fassent écraser par les Romains. Voilà, globalement. Après, je ne m'y suis jamais intéressée. On va beaucoup revenir de toute façon sur la culture égyptienne, la culture arabe. On va un peu parler d'islam aussi, puisque le film. Mais d'abord, du coup, vos autres impressions, Sissi? Alors moi personnellement j'ai bien aimé parce que j'aime bien tout ce qui est parodie, parce que je trouve ça particulièrement drôle. Et là on voyait vraiment bien les codes des vrais films pour le coup d'espionnage. Et donc ça avait de belles références on va dire et tourné de façon... C'est bien tourné, c'est vraiment... c'est bien trouvé. Et en fait c'est exagéré et du coup c'est ça en fait qui est bien. C'est que en fait ça n'était pas, il n'y aurait aucun intérêt. Et donc voilà le personnage, on le déteste comme on l'aime et tous les personnages en fait finalement. C'est le but d'une parodie aussi donc après j'en parlerai plus précisément. Donc là c'est mon avis général, il était drôle après moi personnellement j'ai pas rigolé tout le temps. Mais déjà j'ai pas trop tout compris, j'avoue. Mais sinon en général c'est une parodie donc c'est une bonne parodie en tout cas. En fait, moi j'ai toujours l'impression que pour les parodies, et surtout une comme celle-ci, qui est constamment dans le second degré, en gros c'est soit on aime le film, soit on passe à côté et on le déteste. Du coup. J'ai l'impression. Donc, c'est ça. Ouais. Momo? Moi, franchement j'ai beaucoup rigolé. Je l'ai regardé avec Cécile, franchement j'ai beaucoup rigolé, mais donc, ça m'a un peu réconcilié un peu avec les films français, moi qui suis pas très fan de base, mais j'aime plus les comédies dans le genre français et j'ai beaucoup aimé le personnage de Jean Dujardin parce qu'il est vraiment
poussé à l'extrême, un mec arrogant, sexiste, culturellement il est ignorant en fait de la culture où il doit du coup aller au Caire. Et il y a des scènes aussi qui m'ont marqué, genre la bataille de poules, ça m'a fait vraiment trop rire. Mais il est même ignorant de sa propre culture en fait, j'ai l'impression. Parce que la culture française, concrètement, à part René Coty, il a personne. Et même en termes de Bref. la gastronomie française qui est au-dessus, Ouais. il connaît que la blanquette. La blanquette. Ouais, il connaît que ça, C'est tu vois, tout. donc il connaît rien. Mais vraiment, ouais. Et Juste, j'aimerais parler donc avant de dire ce que j'en ai pensé, bon, je l'ai apprécié de toute façon. Juste pour rappeler que le réalisateur donc, a réalisé aussi la suite, hein, donc OSS 117, Rio ne répond plus, 2009, et ça c'est très important, en 2011, il a quand même sorti un grand film, The Artist. oui, Film muet, donc avec toujours du jardin, voilà. Donc c'est quand même un très bon réalisateur. Et là où effectivement, du coup c'est peut-être ce qui va provoquer un débat peut-être, c'est qu'en revanche, moi j'ai détesté le troisième. C'est-à-dire celui qui s'appelle Alerte rouge en Afrique noire, sorti en 2021, et sorti avec un autre réalisateur, qui n'était plus Michel Hazanavicius, j'ai réussi, qui est Nicolas Bedos, que je déteste personnellement. Et je trouve, comment dire, imbu de lui-même, bref, et du coup ça se ressent, je trouve, dans ce qu'il produit, dans ses films en général. C'est très, voilà, très prout-prout en fait, sans... Bref, bon en tout cas, pour en reparler peut-être. Et voilà, donc en tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que moi du coup, par mon travail, je travaille sur le monde arabe, et donc là, pour le coup, j'adore, parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui est ignorant sur cette culture égyptienne, mais de manière plus générale, sur la langue arabe, sur la culture arabe, sur l'islam. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est très fort quoi, dans un film de critiquer justement ce qui est très contemporain, l'ignorance à l'égard de ce monde-là. Voilà, il le fait en plus avec humour. Et... Donc c'est un beau second degré, mais un second, justement, moi c'est ça que j'ai aimé. C'est un second degré, mais à chaque fois, dans la plupart des cas, intelligent. Bien sûr. C'est pour critiquer quelque chose de réel, alors que c'est ce que j'aime pas dans le troisième volet. Bon, on n'en parlera pas, parce que de toute façon, le but, c'est surtout du premier volet, mais quand même, c'est que dans le troisième volet, ça s'est raté, en fait. Nicolas Bedos a raté, en fait. Et c'est ce qu'a très bien réussi, justement, ce réalisateur, je trouve. Voilà, je termine juste par juste ajouter un petit truc, du coup, pendant mes recherches. En fait, c'est inspiré de romans qui s'appellent OSS 117, et le romancier est un Français. C'est un surnom, il s'appelle Jean Brousse, c'est pas son vrai nom, mais c'est un romancier français en fait, qui est mort dans les années 60. Et donc c'est inspiré directement, et dans ces romans-là, justement, eh bien, le personnage principal, il a le même nom que lui, Hubert Bonisseur de Labatz. C'est un espion par contre américain, qui travaille pour les services secrets américains, mais d'origine française. Voilà. Donc ça c'est dans le roman, donc c'est inspiré de cela. Voilà, et du coup, moi j'ai terminé pour ma partie sur le fait que j'ai aimé ce film. D'accord. Bah, du coup, est-ce que quelqu'un a parlé du fait qu'il aimait le... Enfin, tout le monde a parlé de... Ouais, pour la vie, bien sûr. De mémoire, oui, donc c'est bon. Bah, du coup, j'enchaîne sur Hubert, notre cher Hubert, qui n'a à la bouche que René Coty. Tout le temps, René Coty, tout le temps. Et ça, c'est un running gag. Je suis pas fan des running gags à la base. Mais alors, celui-là, mais vraiment, il m'a fait hurler de rire. Juste si tu rappelles à quoi ressemble le gag pour les auditeurs qui l'auraient pas vu ou... Oui, en fait, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, donc soit un noir, soit quelqu'un qui est café au lait, en fait, il va montrer une photo de René Coty en disant tiens, c'est René Coty. Et voilà. Et notre président. Voilà. C'est voilà, ça, en fait, ça remplace un pourboire, ça remplace un. Alors que bon, c'est juste René Coty quoi. Enfin concrètement, bon. Que ce soit René Coty, François Hollande, François Mitterrand ou n'importe lequel de nos présidents, bah, ça aurait été la même chose. Mais non, c'est René Coty. Et dans le restaurant où il se retrouve au début d'ailleurs, il y a un tableau limite grandeur nature de René Coty avec sa photo, contour blanc, ses dates, machin et tout, président de la République, enfin bref. Donc voilà, c'est extrêmement drôle. Et en termes d'autres running gags, il y en a un autre avec... la blanquette est-elle bonne parce que c'est un gars qui essaye de lui transmettre une information, j'ai plus son nom à ce monsieur, un gars qui essaye de lui transmettre une info mais qui n'a jamais le bon code en fait. Il fait le gratin est-il bon, enfin pas le gratin mais à chaque fois il a d'autres plats et du coup OSS vraiment lui fait mal à chaque fois et il arrive au dernier moment, il fait la blanquette est-elle bonne et il est tout amoché de partout et c'est super drôle. Voilà. Donc par rapport à la culture française, il n'a que René Coty et la blanquette
en bouche, donc voilà. Ça montre vraiment beaucoup là, le personnage un peu opposé C'est ça. d'un espion quand tu vois que. Ouais. Il fait mal espion là, quand tu vois qu'il n'est pas du tout impliqué dans la culture, il se montre clairement qu'il s'y connaît rien. Par exemple, il y a aussi il y a la scène qui m'a fait rire où il y a le muezzin qui fait l'appel à la prière. Il va en fait pour le. Oui, pour casser la gueule. Là, c'est trop, enfin, c'est trop drôle, mais ça montre tu vois, qu'il n'a pas le truc de dire qu'il faut que je respecte la culture. Je suis pas en France, du coup. Et c'est totalement l'opposé. Un espion, tu ne ferais pas ça, quoi. Non, bien Et sûr. ça, c'est drôle. Il y a aussi une scène drôle où il est pas trop discret aussi comme un espion devrait l'être à la base. C'est quand il est dans ce truc de poule là et qu'il monte à l'étage pour avec La skate. Ah oui. voilà, pour voir le de quoi La skep. Parce que. Voilà. Pour voir le mec en rouge, je sais plus son nom. Et en fait, il croit être discret, il est derrière la porte et tout, il veut le prendre en fait comme ça en flag. Sauf qu'il y a la lumière en fait, du coup on voit son ombre, du coup l'autre il sait qu'il va venir en fait, il y a pas de discrétion. Et surtout, on Et voit quand il clairement a le fait flingue. On voit clairement le flingue à la main, quoi. Oui. Là, mais lui aussi quand il arrive, Mais lui, donc, oui. il essaie de faire un truc, mais on le voit de toute façon. C'est ça. Mais là, on voit vraiment que c'est la parodie des films C'est d'espionnage. ça. Et ça, il y en a dans tout le film. Mais oui. Il y a- C'est trop bien fait. il y a Les plein balles de- illimitées, il a pas besoin de recharger, alors que dans un pistolet comme ça, vraiment, il y a que 6 balles dans le truc. À la limite, il y en a 8 si vraiment c'est le hors-série ou je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y a jamais besoin de recharger. Il vise toujours au bon endroit d'ailleurs. Il se bat avec n'importe quelle arme. Enfin bref, c'est vraiment. Même avec des poules. Même avec des Ah, poules, c'est c'est vrai. incroyable. Alors que la poule n'est pas une arme. Il m'a fait trop rire cette La scène. poule n'est pas une arme. Donc, Ça se balance des poules normales. Elle aussi, Ouais. il fait le jour-nuit un peu. Ils étaient pas Avec pour les la poules. même, je crois. Pas de consentement là. Ah bah non. Bon, rassure-toi, aucune poule n'a été Blessée sur le meurtrie pendant le tournage. Ouais. Juste par rapport à. Parce que avec ce gag dont tu parlais de René Coty, il ne faut pas oublier aussi une chose qu'il y a derrière ça. Parce que c'est pas uniquement un gag où il montre la photo du président français, mais n'oubliez pas, c'est qu'il le montre en plus à qui ? À des gens qui ne sont pas français, C'est qui ce ne que sont j'avais pas dit, concernés par lui. Et comme lui, il est dans l'idée coloniale, c'est-à-dire Bien que sûr. de toute façon, la France est supérieure à ses Arabes ou à ses Noirs, etc., eh bien, ils pensent que pour eux, c'est important, mais ils en ont rien à cirer, en fait. Ah bah oui. Parce qu'ils ont d'autres présidents. Et ça c'est une critique aussi du colonialisme, en réalité, derrière Bien sûr. ça. Et ça montre au début où il arrive à l'hôtel, il propose à celui qui travaillait à l'hôtel, il lui dit non merci en fait. Je m'en fiche. Ouais, Vraiment, moi, j'avais pas besoin de ton président. Bien sûr. Ah, c'est Ouais. ça. Très bien. Pour rebondir. Alors, dans ce cas-là, je te laisserai peut-être sur sa bourde où il confond les rois et les pharaons. Oui. Alors, bon, là, j'en ai relevé beaucoup. Hein. Alors là, c'était très drôle lorsqu'il rencontre son contact, hein, qui est joué par l'actrice qui interprète le personnage de Larmina, Bérénice Bejo. Bérénice Bejo. Alors, j'ai lu, mais je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Peut-être vous auriez, je sais pas, la réponse. Il paraît que ce personnage a été construit un peu comme un hommage à la grande actrice américaine Audrey Hepburn, ou celle qui a joué dans My Fair Lady et Guerre et Paix, adapté de Tolstoï. Donc moi, personnellement, je ne connais pas assez Audrey Hepburn pour en parler, mais en tout cas, c'est ce que j'ai Toi trouvé. non plus. Alors, pour revenir à ces bourdes très drôles et en même temps une bonne critique sur sa méconnaissance du monde arabo-musulman, de l'Égypte et de la langue arabe et de l'islam, alors là, il y en a vraiment plein. Déjà, lorsqu'il parle de la religion musulmane plusieurs fois, donc vous avez cité l'exemple avec le muezzin, celui qui appelle en fait à la prière, où il le tabasse parce qu'il se fait réveiller en pleine nuit. Bon, pour un espion spécialiste du monde arabo-musulman, c'est quand même limite. Ouais. C'est une mitote. Il dit à Larmina, oh la religion musulmane, oh mais vous allez vous enlacer. Ouais. En fait, Trop vieux, il dit. elle lui dit, mais c'est juste la religion de plus de 90% des Égyptiens là où vous travaillez, donc voilà, bienvenue en Égypte. Est-ce que vous vous rappelez aussi de la scène où donc elle lui dit qu'elle ne boit pas d'alcool parce que c'est interdit par sa religion, et lui il dit mais quelle drôle d'idée, J'ai vu qu'elle est trop mais quelle religion est assez stupide pour interdire l'alcool. Il fait bah juste la religion musulmane en fait, la mienne et celle de 90% des Égyptiens. C'est ça. Oh je ne lui prête pas un grand avenir. Oui, non mais. Elle a juste 15 siècles d'histoire. Et c'est très intéressant parce que dans cette deuxième situation où il montre son ignorance de la religion musulmane, elle lui dit une chose très drôle. Sans entrer dans les détails, elle dit « Ah, mais vous êtes très français finalement. » Ouais. Et en fait, tout est là parce que la réputation de beaucoup de Français qui partent à l'étranger, et notamment dans le monde musulman, c'est de ne pas connaître en fait les coutumes et de faire une sorte de beauf en fait qui connaît rien et qui se moque sans connaître. Donc j'ai repéré cela. Il confond aussi quand il arrive, effectivement, il lui montre le canal de Suez. Là, il essaie de se rattraper. C'est ça qui est drôle. C'est que même quand il essaie de se rattraper, il fait des bourdes tout aussi graves. Par exemple, devant le canal de Suez, il veut justement se rattraper auprès de Larmina. Il lui dit, mais, oh, voici,
voici le symbole du génie de votre pays, l'Égypte. Mais en fait, non, c'est pas du tout un... En fait, le canal de Suez, c'est une production du 19e siècle. Ça n'a rien à voir avec le génie des Égyptiens. En plus, elle le dit lui-même. C'est une propriété beaucoup plus européenne qu'égyptienne, en fait. Oui, bien sûr. Les fonds ont été faits par des fonds européens. Et malheureusement, l'Égypte n'en profitait pas, puisque le canal sera nationalisé plus tard, en fait, au milieu du 20e siècle. Alors, sur la langue arabe, ça aussi c'est très drôle. Je dis mais l'arabe n'est pas une langue qui est facilement lisible. Et elle dit mais attendez, mais vous savez que c'est parlé par des millions de personnes en fait. Et alors là c'est très drôle parce qu'en plus il y a une misogynie. Il lui dit mais Larmina, mais vous êtes charmante, des millions voyons. Mais est-ce que déjà vous représentez ce que ça fait un millier? Elle fait bah oui. Qui fait Bah oui, oui. assez oui. Oui, assez oui. Bref, bon, je vais pas tout retenir, mais bon, voilà, il y en a quand même beaucoup. Ce sont les plus... Voilà, peut-être je finirai par le dernier. C'est la scène que j'adore avec la chicha. Ouais. Ah ouais, Oh là là. celle-là. Avec son contact égyptien, qui l'invite dans la plus pure tradition d'hospitalité arabe. Il est dans, on dirait, en fait, dans la cour d'une mosquée, on voit, il y a une très belle mosquée. Il est à l'intérieur, il est dans un lieu où on peut tranquillement fumer de la chicha. C'est quand même un acte traditionnel de convivialité dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui. Donc, il lui donne, en plus, il lui fait l'honneur de, voilà, à ce que OSS 117 puisse fumer en premier. Donc, c'est un honneur, il n'est pas égyptien. Et cet abruti, qu'est-ce qu'il fait? Il fume. Jamais il ne propose à son hôte égyptien de partager la chicha, il la garde pour lui. Ouais. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il dénigre l'Égypte, le pays de son hôte. Bref, il enchaîne paternalisme, racisme et juste gênance en fait, comme on pourrait dire. Il a failli se faire un peu allumer parce que quand après il le jette dehors, l'Égyptien du coup il doit être de la chance que nos deux pays soient amis en fait. Sinon il aurait totalement, je pense, il l'aurait enfermé dans un cachot. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Donc, clairement. Mais après, voilà. excuse-moi, mais est-ce qu'il jouerait pas peut-être aussi de ça en disant dans tous les cas nos deux pays sont amis en fait il ne fera rien aussi. Bah, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose, de toute façon tu vas avoir René Coty sur le dos. Ouais, voilà. Donc, bon, de toute façon, à ce moment-là, en fait, il est tellement imbécile de sa méconnaissance culturelle que de toute façon, il comprend même pas en fait pourquoi il s'est fait jeter dans ce patio en fait. Donc, je crois qu'il en est même pas là en fait. De toute façon, il se rend pas compte de comment il est. Hein. Ça par rapport oui, non, il s'en rend pas compte. Lui, c'est totalement légitime, donc ça l'attend pas quoi. Ouais. Pour lui, c'est les autres qui n'ont pas raison. Exactement. Ils sont pas connus quoi. Mais c'est la logique du colonialisme, c'est-à-dire que le colon se sent supérieur aux gens qu'il colonise. Donc, de toute façon, oui, pour lui, il sera toujours supérieur aux Égyptiens et même à ceux après, aux Brésiliens et je sais plus pour le 3, qu'est-ce que c'est en Afrique noire. Oui. Donc, il se sentira de toute façon supérieur aux pays dans lesquels il va. Mais même, il se sent supérieur aux nazis de toute façon aussi, parce qu'il y a les néo-nazis à ce moment-là aussi, et il se sent supérieur à eux, parce que de toute façon, enfin, voilà, il s'en fiche complètement. Il discute avec eux et même il est désobligeant même envers les néo-nazis quand il les rencontre. Enfin, après, ça se voit plus dans le 2 et dans le 3, ça. Mais dans le 1, en tout cas, il discute avec eux et il a exactement le même comportement qu'avec les Égyptiens. Donc, au moins, on ne peut pas lui reprocher un manque de cohérence. Ah, bien sûr. Au moins, il est impartial. C'est-à-dire qu'il est con, mais avec tout le monde. Donc ça, c'est super. Super, il fait pas de favoritisme, c'est génial. Non, pas de discrimination. Non, enfin, si, alors en fait, il discrimine, mais tout le monde pareil. C'est ça, il a une discrimination égalitaire et ça. Ils se sont supérieurs envers tout le monde de la même manière. Exactement, c'est ça. Tu parles de néo-nazis. En fait, je parle, enfin, dans chaque podcast, je fais attention aux premières images, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les toutes premières images, on voit directement des drapeaux nazis, bien sûr. Des militaires qui sont certainement des nazis, puisqu'ils ont l'uniforme, etc. Ce sont les premières images que l'on voit, effectivement. Et là, on voit une parodie aussi de films d'espionnage, les Américains contre là, en l'occurrence les nazis, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait pu être les Soviétiques, ou bon... Là, on retrouve des codes des films d'espionnage. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez... Moi, je voulais parler de ces nombreux gags que l'on voit qui sont assez efficaces, ou si vous avez d'autres éléments avant, n'hésitez pas. Oui, moi, j'aimerais parler... Alors, c'est une théorie que j'ai. J'ai l'impression que le personnage de Jack, en fait, Hubert, il en était amoureux. C'est peut-être une théorie farfelue, hein, mais vu comment il en parle à chaque fois, qu'à chaque fois qu'on lui rappelle qu'il est mort, il est là en mode
Chuck, et qui se rappelle des souvenirs et tout. Bah, en fait, je me dis que c'est le comportement de quelqu'un qui était amoureux, non? En fait, c'est Ouais, tout je sais le. pas. Non, mais en fait, là, c'est l'aspect comique du. Ouais, Enfin, c'est qu'en fait, on lui prête justement une homosexualité. bah oui, Mais là, en fait, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est une autre question. Mais c'est ça. C'est une théorie, quoi. voilà. C'est ça, c'est une théorie, C'est mais ça. j'aime bien. Et c'est pour détourner aussi, encore une fois, les films d'espionnage où l'espion, et on pense à James Bond, bah, il se fait toutes les filles, Oui, toutes les plus belles femmes du film. bien sûr. En fait, là, c'est une parodie de cela aussi. Après, moi, Comme- franchement, j'avais pas vu. Vas-y. Mais j'avais pas du tout vu comme ça, moi. C'était plus. Après, oui, c'est une théorie intéressante. Ouais. Moi, je la trouve, moi, elle m'intéresse. Mais moi, je sais pas, quand j'ai vu ça, c'était surtout de l'amitié, on peut être aussi attaché amicalement à quelqu'un. Ah, bien sûr. Donc c'est pour ça. Il me semble qu'il y a quelqu'un proche aussi, tu vois, peut-être aussi ça aussi qui a aussi porté la confusion. Bah, Pardon. franchement, après, on sait pas trop. Par mais- exemple, ça ressemble aussi aux nazis là aussi, parce qu'il avait aussi les mêmes souvenirs, le nazi, non, le blond. À Oui, la fin. oui, il avait les mêmes, ouais. Ouais. Il a joué aussi au. Je sais plus comment ça s'appelle, Oui, ce sur des jeu-là. ping-pong, ouais, bizarre. Ouais, une sorte de squash, mais sans mur, genre. C'est pas le Jokari, non? Oui, le Jokari, voilà, Oui, c'est ça. puisqu'elle en parle, la Ouais. Rina. Voilà, c'est ça. Non, mais là, c'est Il joue pareil, au Jokari c'est-à-dire avec, En fait, moi, je le lis comme ça, c'est que c'est fait exprès. C'est qu'en fait, Oui. on met l'accent sur une relation, sur une relation qui clairement est homosexuelle, parce qu'il se roule avec lui dans le sable, clairement. Ah oui, c'est vrai, j'avais Voilà. c'est C'est vrai, pour ça. c'est vrai, C'est j'avais fait vu exprès. ça, j'avais Ouais. vu cette En fait, scène. c'est fait exprès. On veut insuffler l'idée qu'en fait, il est homosexuel. Ouais. Et d'ailleurs, il en joue, puisqu'à la fin, justement, Oui. son supérieur, il lui dit non, mais vous savez, c'est pas grave, chacun ses goûts. Hein. Il est outré. En fait, c'est un jeu sur le genre des films d'espionnage. Où justement, l'espion, bah, c'est un mâle blanc dominant qui est hétérosexuel. Mais justement, je trouve cette scène aussi intéressante, enfin ces scènes de flashback, parce que ça, en fait, sans ça, en fait, on pourrait se dire qu'il a pas forcément d'émotions, de sensations, de sentiments, tout ça. Et grâce à ces flashbacks, ça montre en fait si, genre, il a pu quand même aimer quelqu'un, même si on dirait pas. Malgré ses côtés, bon, je le défends pas du tout, parce que personnellement, je le trouve très macho, très sexiste, tout ça, très sexiste, mais en tout cas, voilà, ça rajoute un côté émotionnel un peu au personnage. Justement, et je crois qu'il y a deux versions du souvenir. T'as celle du personnage où on a remonté comment il était, et Jefferson qui lui n'a pas la même vision. Oui. Parce que lui, il le voyait plus comme quelqu'un en fait, qui se moquait de lui et Exact. qui le rabaissait. Donc Ouais. chacun en fait, a sa propre vision du C'est vrai. souvenir, quoi. D'où le fait que j'ai insufflé indirectement le fait que c'était de l'amour à sens unique et Ouais. que du coup Hubert est amoureux de Jack, mais que Jack absolument pas. Oui. Enfin bon, maintenant Jack il le voit plus comme quelqu'un qui se moque et limite comme un harceleur, comme on pourrait dire aujourd'hui, comme un harceleur qui l'énerve et qui concrètement, enfin ils se font un duel à la fin de toute façon. Hein, Et qui, lui, peut-être était dans une vraie relation d'amitié, Exact, et oui, sans rien derrière. en c'est fait. ça. Sans rien attendre derrière, à la base, ouais. Oui, ça c'est intéressant, j'avais pas pensé. Mm. Sur le fait qu'on le voit aussi, ce genre de scène avec le. Bon, j'ai oublié le nom du personnage, mais avec le nazi, en fait, c'est intéressant parce que. Muller Peut-être possible. Ouais, je crois que Oui, c'est t'as raison, ouais, Ah, c'est Muller. Muller, hein. Attends, je Possible. vérifie, mais je crois que c'est Muller. En fait, là aussi, c'est une autre fonction. C'est qu'en fait, dans le nazisme, il y a une sorte d'image de l'homme très viril, etc. Et donc, il peut très clairement, dans cette idéologie-là masculiniste, on ne peut pas être homosexuel, en fait. Mm. Et du coup, là, c'est aussi un tacle, une critique contre ces idéologies-là masculinistes, où en fait, bah oui, en fait, un nazi qui a des penchants homosexuels, c'est pas courant, quoi. Donc, c'est du second degré, en fait. C'est sur, convaincant. voilà. Oui, en plus. Et du coup, ouais, et en plus, il y a besoin de prouver qu'il est pas en fait comme ça, Tout à alors fait. qu'en fait, C'est ça. tu peux pas en fait rejeter ce que t'es vraiment, quoi. Mais, Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez trouvé l'humour. Je sais que j'ai fait mes petites recherches un peu, j'avais bien reçu un peu ce qu'il y a après les films. Et apparemment, ça a été un peu. Ça a un peu été critiqué comme étant un humour répétitif et forcé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous moi, je le trouve efficace. Non, mais c'est pas. Non, mais la question est, c'est putain, mais est-ce que c'est pas pour toi répétitif ou est-ce que c'est pas un peu abusé? Après, pour moi, ça peut être abusé, mais parce que c'est fait exprès, c'est pour être vraiment dans l'extrême. Donc pour moi, ça pose pas vraiment un problème, ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est fait exprès. Ouais. Je suis d'accord. Parfois, c'est un peu relou. Enfin, on peut dire les choses, je pense. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais en même temps, c'est assumé que c'est relou. C'est fait exprès. On sent que c'est pas... voilà. Et enfin, ça fait partie du genre. Mais là, justement, ce que je disais au début, c'est soit on aime parce qu'on entre dans le second degré, on l'assume, soit on n'accroche pas, quoi. Alors, c'est pas Muller, c'est Möller. Avec l'accent allemand. Moi, C'est Möller. Voilà, j'ai pas Voilà. l'accent allemand, ouais. Mais bref, Ok. c'est Gerhard Möller. En revanche, lui, l'acteur, il est connu parce qu'on le voit dans C'est beaucoup. Richard Samel. Ah, mais lui, il est excellent. Hein. Voilà. Vous savez, on le voit. Moi, par exemple, je l'ai beaucoup apprécié
je vous recommande, peut-être qu'on le fera dans ce podcast, mais une série française que j'ai énormément aimée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Un village français. Et il joue justement le nazi. Il a très souvent des rôles... Il est peut-être d'origine allemande. Bah, il est allemand. Il est allemand, ok. Clairement De toute allemand. façon, T'as vu son accent déjà, tu l'entends. Ouais. Après, concrètement, faire l'accent, je sais faire l'accent Non, québécois, je suis pas non, québécoise, tu vois. non, mais là tu sens que Là, c'est c'est pas... plus dur. Ah ouais Ouais. Ouais, je sais pas, je connais pas l'accent allemand pour le coup. Non, mais là c'est... Par la caricature. En plus, il joue toujours ce rôle-là dans... D'accord. Après, il est bon. Ouais, ouais. Après, Non, Oui, vraiment, après, il est peut-être juste bon dans Ça, son c'est domaine. Hein. sinon, ils l'ont bien choisi. Et Bah, pour le coup aussi, il y a un truc qui était extrêmement drôle, c'est la course-poursuite quand il y a le gars qui se fait poignarder Ouais. dans le bal, là, juste après qu'il ait fait son petit twist. C'est drôle dans le sens où en fait il court, mais en fait on dirait un Playmobil qui court. En fait, je sais pas si ça vous a donné cette impression-là. Il est tout raide. On va vraiment dire qu'il sait pas courir, quoi. En fait, non, pour moi, il tourne totalement. C'est la scène, tu sais, où il est dans le centre-ville du Caire, là. Il fait nuit. Et il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder. Et en fait, il lui court Ah oui, après. chasse. Ah non, mais Voilà, il le tu pourchasse. parles des souks là Oui, Dans les souks. mais de nuit, en fait. Ah oui, je vois. Donc, il parle Ouais. de ça. Et enfin, il court comme ça. Et en fait, il court pour rien. Parce qu'en fait, ça se voit même que de toute façon, quand il passe dans des endroits où il est déjà passé. Oui, mais c'est fait exprès. Ouais. Donc, ça, c'est fait C'est de la exprès. pure... Mais et surtout après quand il demande son chemin que le mec il lui donne mais en Ah ouais. c'est un GPS mais pas écrit quoi, c'est vraiment enfin il lui donne tous les trucs limite, il lui dit attention là il y a un scellé de passage, faut faire bien attention, regarde bien à droite et à gauche 2 fois, une fois alternativement, enfin c'est limite il lui fait faire passer le code de conduite quoi, ça c'est voilà. Bon, alors du coup, puisque tu parles de ça, il faut que j'en parle maintenant. Ouais. C'est les éléments négatifs, je Bien trouve, sûr. du film. Ouais. C'est qu'en fait, ça marche quand on connaît pas la langue arabe ou le Maghreb ou l'Égypte ou de manière vraiment intime. C'est qu'en fait, on voit tout de suite que c'est fake, qu'on n'est pas en Égypte en fait. Et c'est On est clairement au Maroc en fait. Ils parlent marocain en fait. Oui, c'est ça. La plupart des gens qui sont censés s'exprimer en égyptien, ils ne parlent ni l'arabe littéraire ni l'égyptien. Ils parlent en marocain la plupart du temps, sauf une ou deux exceptions. Du coup, en fait, quand on connaît pas l'arabe, on se rend pas compte, mais quand on connaît l'arabe, ça fait un peu bizarre. En fait, ça fait un peu fake, ça fait carton-pâte. En fait, ça, je trouve ça un peu dommage. Après, est-ce que ça n'a pas été aussi voulu par le réalisateur où ils disent on tourne au Maroc peut-être? Est-ce qu'ils ont peut-être tourné au Maroc, je sais pas. Ils ont dit on va rendre hommage du coup à là où on a tourné. Je Parce sais que pas. aussi, ils ont dit qu'il faut mettre des petits dialogues en égyptien parce que c'est un peu la truc de l'histoire. Moi, je pense, je laisse la bêtise douce, je me suis dit c'est peut-être pour rendre hommage au Maroc et les remercier, je pense. Ou alors est-ce que c'est parce que l'arabe marocain est le plus parlé au monde et que du coup il sera compris par le plus grand nombre Ah de bah spectateurs? clairement, c'est peut-être même l'arabe qui est le moins parlé dans tout le monde arabe, l'arabe marocain. Ah bon? Ah non, vraiment. C'est Ah, ok. l'arabe, Celui qui je sais est pas, en plus, celui qui est le plus parlé, potentiellement, c'est l'arabe égyptien. Ah bon? Ah bah oui, Ah clairement. putain, j'aurais cru l'inverse. Ah non, ouais, moi, non. l'arabe littéraire, D'accord, tu vois, ok. je pense. Mais non, alors l'arabe littéraire, mais après c'est l'égyptien. D'accord. Parce que ok. l'égyptien s'est fait justement transmis son dialecte grâce à la culture égyptienne, les films égyptiens qui sont immensément connus. Et D'accord. dans le monde arabe, le dialecte égyptien, encore maintenant, il y a des personnes d'un certain âge qui ne sont pas égyptiens mais qui comprennent très bien l'égyptien. Bah, Grâce aux ouais. films égyptiens, grâce à la musique égyptienne, Kalsoum, etc. Donc non, là pour le coup, je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord et je trouve ça dommage. Ouais. Parce qu'ils ont été dans la facilité en prenant des acteurs qu'ils connaissaient parce qu'ils sont marocains. Oui, c'est bon. Ils leur ont dit de parler arabe, de baragouiner, et ça marchait. Mais non, ça marche pas, c'est pas de l'égyptien. Là, je trouve que c'est un peu dommage quand on connaît la langue arabe. Puis souvent un casting franco-marocain aussi. Ah bah clairement. Donc ça facilite en fait. Clairement. S'ils ont, ouais. Ça, je trouve ça dommage. C'est pas... Et puis, voilà, du coup, là, on peut pas ne pas parler de l'actrice, bon, qui est magnifique. Oui. Mais Bérénice Bejo, elle joue très bien, il n'y a pas de problème, j'ai rien contre. Mais bon, elle est clairement pas arabe et elle maîtrise pas. Quand elle parle un peu arabe, on sent tout de suite qu'elle a pas tout à fait l'accent. Et bon. Après, encore une fois, c'est pas grave. Hein. Souvent ils sont surtout allés sur le physique, c'est-à-dire qu'il faut une personne qui est pas blanche de peau quoi. Oui, et Oui, puis... oui, Ils vont pas se faire compliquer. Voilà, et puis encore une fois, dans la facilité, comme tu dis, les franco-marocains ou des gens qu'on connaît, acteurs en France, qui peuvent passer un peu dans les deux cultures, quoi. Mais bon, c'est pas gravissime, hein, c'est juste, il fallait juste le relever, quoi. Exactement. Après, il y a un passage que j'aimerais bien relever aussi, c'est le passage dans la pyramide de Képhren, qui est du coup sur le plateau de Gizeh, donc entre celle de Mykérinos et de Khéops, sachant qu'en gros, Khéops c'est le papa de Képhren, et Képhren c'est le papa de Mykérinos. Je crois que c'est dans ce sens-là. À vérifier, mais je crois que c'est dans ce sens-là.
Et donc, ils sont dans cette pyramide-là. Donc, sachant que Khéops avait eu un règne assez énorme, il a fait une pyramide qui est du coup colossale. Pour le coup, 126 mètres de haut, je crois. Que j'ai visité. Et je te déteste, du coup. Mais bref, donc 126 mètres de haut, avec des proportions vraiment super. Dedans, il y a pile le nombre d'or, alors qu'ils étaient quasiment pas connus à ce moment-là. Enfin bref, on va pas en faire un étalage, sinon le podcast durerait 4 heures. Mais du coup, après, tout ça pour dire qu'après le passage de Khéops sur le trône, les caisses étaient vides pour Khéphren, ou du moins plus très remplies. Et il n'a pas eu un règne super folichon. Donc il a quand même fait, parce qu'il a profité de la fortune de son papa quand il était encore vivant et que Khéphren n'était pas encore pharaon, il a profité de la fortune pour se faire une pyramide, mais elle est beaucoup moins haute. Je crois qu'elle fait 60 mètres de haut, la pyramide de Khéphren, quelque chose comme ça. Et en plus, elle est beaucoup moins sophistiquée dans les chambres, je crois qu'il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, il n'y a pas de sous-sol, enfin, c'est vraiment, elle est nulle, quoi. Enfin, elle est nulle. Par rapport à celle de Khéops, elle est nulle. Et Larmina qui dit, on va se perdre dedans, on va tous mourir, on va manger nos orteils, nos habits, nos doigts, machin. Et du coup, Hubert qui trouve comme ça, comme par magie, un bouton avec où il y a vraiment genre une porte de garage qui coulisse. Et ils sont directement dans la sortie. Alors ça, j'ai pas trop kiffé parce que les entrées des pyramides égyptiennes n'étaient jamais au sol. Pour des raisons de pillage. Elles étaient pas en haut non plus, parce que voilà, mais elles étaient à peu près, on va dire, dans le premier quart. Ouais. Donc elles étaient protégées des intempéries. Il y avait surtout un long couloir en montée qui après redescendait. Donc ça, c'est un pattern qu'on a vraiment sur toutes les pyramides. Et là, pour le coup, il sort vraiment, on dirait une petite porte dérobée, mais une porte de garage, hein, donc une vraie porte, qui est dérobée. Il appuie sur un bouton, genre il y avait l'électricité à l'époque, comme disait Maître Gims, et tout va bien. Mais moi, ça Alors que non. Parce qu'on est dans un film comique, et c'est fait poussé dans l'extrême, et c'est totalement cassé tous les codes de la réalité. Et je pense que c'est même, le carton, encore une fois, c'est un décor en carton-pâte assumé. Ah oui. En plus, il ne faut pas y chercher la moindre exactitude. C'est ça. Mais d'où le fait de préciser pour nos auditeurs qu'il ne faut pas chercher de l'exactitude. Si vous voulez de l'exactitude, vous allez voir des vrais trucs sur l'Égypte antique, des vrais films, On consultait Mathilde. Ouais, voilà. Mais, qui pourra vous à la limite, on en mettra quelques-uns en description, mais n'allez pas voir les documentaires de Squeezie par exemple, pour le coup, ça sert à rien. La momie, c'est pas mal. Voilà. On va pas se faire quelques millions d'ennemis là déjà, rapidement. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, pour le coup, Maître Gims et Squeezie sur la mythologie et l'architecture égyptienne, il faut pas les écouter. Non, je voilà. Et OSS 117 non plus, hein, d'ailleurs. Je préfère écouter des spécialistes. Parce que le corps d'Hatshepsut avec la coiffe de Néfertiti, bon, c'est très drôle. C'est moyen. Surtout avec Amenhotep à côté, aucun rapport. Mais c'est pas grave, tout va bien. Ok, moi j'aimerais qu'on parle des gags, si ça vous dit. Bien sûr. J'en ai quelques-uns que j'ai revus. Bon, déjà le rire incroyable de Jean Dujardin. Oui. Bien sûr. Voilà, déjà. Je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce que vous vous souvenez, je pense que ça va te plaire, Sissi, quand il est avec la nièce du roi Farouk, et non pas du pharaon Farouk. Petite allusion. Donc il est avec ça, et à chaque fois il se passe quelque chose d'électrique, de très érotique avec elle, et elle lui dit, fais-moi l'amour. Non, j'ai pas envie. Et après elle s'excuse, et après il lui fait bon ok mais va falloir faire vite, je n'ai que quelques heures. Ça a bien commencé le. C'est tellement sexiste, mais moi ça me pense aussi à la scène où il y a la nana du coup qui dort et que lui la porte pour aller la mettre sur la chaise. Oui, sur le canapé là. Il va dormir tranquille. C'est drôle. Non, mais il faut effectivement expliquer pour qu'on comprenne de quelle scène il s'agit. Alors c'est une scène où il rentre de nuit dans l'hôtel, il y a Larmina qui va... c'est juste après la course-poursuite dont on parlait, là où il s'est fait guider par un GPS humain là. Donc c'est juste après cette scène là, il rentre dans l'hôtel et il y a Larmina du coup qui l'a attendu sur le lit et elle s'est endormie, donc en fait il fait genre 3 ou 4 pas dans la chambre, on sent qu'il réfléchit et là il s'approche, on pense qu'il va la couvrir et en fait non, ou qu'il va la rejoindre ou un truc comme ça. En fait il la porte, il le fout sur le canapé, il enlève ses chaussons et pouf dans le lit et j'ai bien dormi le lendemain matin. Mais ça c'est génial, et parce que là c'est un gros détournement des films d'espionnage. Non, tu fais la contre toi ou alors toi tu vas dormir dans le canapé pour être un peu dire ça l'aide pas du tout quoi. Et le lendemain c'est là où il va justement casser la gueule aux musiques. Mais on voit qu'il a pas de respect, tu vois la preuve. Ah non, il l'avait déjà fait. Non, il l'a déjà fait. Il lui raconte. Ah oui, non, il lui raconte qu'il a justement cassé la gueule au musée. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Ok. Et en plus, moi, ce qui m'a en vrai, ça reste un film, mais c'est que, je sais pas, elle s'est pas dit, en fait, directement après cette scène du dodo là,
directement, il y a la scène sur le petit déjeuner qu'elle rapporte. Mais du coup, j'ai imaginé, je me suis dit, mais quand elle s'est réveillée, elle s'est pas dit qu'il y avait un truc de bizarre. Attends, tu t'es fait jeter et tu lui ramènes le petit déjeuner, genre. Non, mais Là, on revient encore une fois au code, tu vois, très masculin, voire même masculiniste, où bah, les femmes, c'est les servantes du grand espion, centralité du film. Et ça, c'est une critique des films de James Bond, en fait, et d'autres films d'espionnage. Enfin, je sais pas en tête d'autres films, mais c'est celui-là qui me vient. Ouais. Donc, ouais. Moi, j'adore un passage aussi, un gag, où il essaie de faire de l'humour. Il est avec Larmina, et elle lui dit, ce soir, je sais plus, elle lui dit un truc du genre, habillez-vous bien, parce que ce soir, il y aura le gratin Kérotte. Il y aura tout le gratin Kérotte. Et lui, c'est abruti. Donc Kérotte, c'est du Caire. Et lui, c'est abruti. Il fait un jeu de mots avec un velouté de potiron, un potiron de légumes. Il n'y aura pas le gratin de pommes de terre. Ah voilà, c'est ça. Avec le gratin de pommes de terre. Et en fait, c'était pas drôle. Non. Et c'est une scène très gênante, très drôle. Mais à partir du moment où tu expliques ta blague, c'est qu'elle était pas drôle. Mais en plus, il explique longtemps. Ah oui, très longtemps, vraiment, c'est... Ouais. C'était drôle. Il explique pas Moi, mal. quand même, j'aurais tellement aimé regarder des bonus parce que les petits tournages, parce qu'ils ont dû, je pense, mourir de rire avec un mec comme Jean Dujardin. Ah oui. Parce que moi, par exemple, moi, ils sont vraiment une rire. Donc moi, je suis mis en train de jouer avec lui, je pense que je le automatiquement. Mais ils ont vraiment dû Il est bien trop rigoler. d'adore, ouais. Ouais. Il est incroyable. Mais c'est un film où on sent qu'ils ont rigolé en le tournant pour le coup. Mais Parce c'est ça, que généralement, les comédies, si tu t'amuses pas sur le tournage, ne fais pas de comédie, fais un truc dramatique, quoi, tu vois. Même genre c'est fluide, moi je trouve, tu vois, il y a pas. On dirait qu'ils sont vraiment tous trop bien, tu vois, donc il y a vraiment cette facilité à être avec la personne, c'est vraiment trop cool. Juste pour reparler du côté un peu macho et sexiste du personnage, enfin même du film en général, parce que bon, après, avec l'époque dans laquelle est censée se passer l'histoire. 50, Mais du coup, j'avais oublié la phrase, mais je l'ai cherché. De quoi 50-55, non, l'histoire 60, 50-60 55, il me semble. C'est simple, c'est après la prise du pouvoir de Nasser, fin des années 50, je dirais. Je crois que j'avais le point de note, et c'est 1955. Ah oui, voilà. Une période marquée par la guerre froide et les tensions au Proche-Orient. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est qui la sort, mais il dit le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine, et là, genre, après, il a passé une scène. Et il y avait une autre réplique où il avait dit les femmes, nanani, nanana, je sais plus la scène. Mais en tout cas, du coup, c'est des répliques qui montrent bien le côté un peu c'est ça. sexiste de l'époque. Et malheureusement, c'est bien représenté, malheureusement. Ouais, tout à fait. Et ça revient même en réalité en force. Hein. Bon, on va pas parler de politique, mais on s'est compris. On a un peu peur pour nos droits, mais bon, ça, non, c'est pas grave ça, à la limite. Ce sera un futur débat. Ouais. Est-ce qu'on parle de François Damiens? Oui, Le Belge. Alors, il y a une scène qu'on aime beaucoup, Matou et moi. Oh On a beaucoup ri avant que vous y arriviez. On s'est repassé une scène. Est-ce que vous vous souvenez dans l'hôtel, je crois, où vous avez tous les espions qui sont là? C'est où il y a tout le gratin Kérotte. Ah oui, c'est la soirée. C'est juste Ah avant, d'accord. Okay. ouais. Donc c'est pas l'hôtel alors, si? Non, c'est au palais, je sais pas quoi. Dans un palais, voilà. C'est pendant la soirée. Il y avait le repas Ouais, là. c'est pendant la soirée. Ouais, il y a le gros repas là. Et eux, ils sont un peu à part. Voilà. Il y a Parce qu'en 3 fait, mecs à part. c'est une réunion au sommet de tous les espions et chacun veut paraître intéressant et montrer qu'il a de la culture. Et en fait, c'est drôle parce qu'il n'y a que. Alors, déjà, il n'a rien, mais ce ne sont que des échanges absurdes. Oui. Et alors, regardez, moi, je me souviens, ce qui est très drôle, on en a beaucoup ri, c'est qu'en fait, le seul qui est normal en réalité, c'est François Damiens, qui interprète Pelletier, voilà, l'espion belge. Et en fait, lui, il comprend rien à leurs échanges absurdes. Et à un moment donné, il y a juste une réplique qui me fait mourir de rire. Il fait, on va boire un verre ou. Un verre ou. Je sais pas, c'est. Un verre ou. En fait, il veut leur dire, mais est-ce que vous pouvez juste être normaux ou quoi ou... Parce qu'ils sortent une phrase, c'est Molière qui la sort. Il dit quand un enfant pleure avant d'aller dormir, il ne faut pas aller le voir parce que ça sacralise son coucher. Quel est le rapport avec le Caire? Aucun. Il parle de tout sauf du sujet. Il parle de tout sauf de ça. Et c'est un peu le même truc que la blanquette est bonne. Oui, la blanquette est bonne. Ça n'a rien à voir alors, avec... sauf que, c'est marrant parce que ça fait 2 fois que tu utilises ça. Je suis pas d'accord sur la blanquette parce qu'en fait, ça a une grosse fonction. Bon, j'avais pas prévu d'en parler. Mais en fait, tu sais, la blanquette, ça vient, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier, mais c'était un vrai mot de passe pour les résistants français sous l'occupation allemande. Et en fait, ils utilisaient justement, notamment dans les cafés. C'est pas pour rien qu'ils se retrouvent dans un café au départ. Ça, je trouve que c'est bien fait. D'accord. Et en fait, il avait un mot de passe comme ça, pour lui signifier qu'il était de la résistance. Et donc,
s'il avait un rendez-vous, il lui indiquait que oui, son rendez-vous était là. Et par exemple, moi j'ai lu les mémoires de Jean Moulin et on trouve beaucoup ça en fait. Ils se reconnaissent par des mots de passe. Et... Oui, non, parce que moi au départ, je pensais vraiment la blanquette de veau, c'était pour la parodie. Enfin, Ouais, c'est trop un plat Ouais. français. C'est absurde. Ah non, mais en fait, non. non. Alors là, pour le coup, je pense que c'est peut-être un élément historique, réel. Ça devait être un véritable mot de passe. Alors, à vérifier si c'était celui-là. Mais en tout cas, la méthode utilisée était vraiment réelle pour le coup, dans la résistance. Bon, pour le coup, je trouve rien à part des recettes de blanquettes sur internet. Je suis en train de chercher, j'ai vraiment tapé la blanquette est bonne, résistance, guerre mondiale. Et. Alors, Après, justement, ça c'est caché du coup, donc ça c'est être un message caché. Oui, mais la guerre mondiale, elle est finie depuis longtemps. Oui, mais si ça peut se réutiliser. non, en fait, je sais pas si c'est cette phrase qui était utilisée, mais en tous les cas, le principe de donner une phrase codée, c'est vraiment quelque chose d'historique. Ah, c'est l'annonce des parachutages vers Donne-Marie Dontilly, lors de la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, d'après un blog. Un blog d'un gars qui a l'air journaliste. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais... Non, à vérifier. Bon. Ouais, c'est un message codé de la résistance qui a annoncé le débarquement, genre les carottes sont cuites. Truc comme ça. Ouais, tout possible. Ouais. Donc, Bon, alors- ils se sont beaucoup tournés vers la bouffe quand même. Ouais, mais ils aiment beaucoup le monde. Ouais. Ils aimaient bien Mais manger. justement, c'est exprès parce que vu que c'est un expert français, il montre en gros que la gastronomie française c'est la meilleure. ça va aussi Moi, j'aime beaucoup la blanquette de veau, c'est très très bon et j'en C'est fais. super bon quand c'est bien fait. Et j'en c'est fais super bon. l'hiver, c'est vraiment très bon. Ah, mais même Super en bon. été, hein. Moi je suis pas contre une raclette en été. Mais pour Une moi blanquette aussi. en été. C'est super bien, c'est une blanquette. Totalement. Ah ouais, moi je préfère en hiver. Moi, quand il n'y a pas de saison. Pour revenir sur le film, j'adore, elle me fait mourir de rire, la scène où on est à OSS 117, qui va dans un sous-sol, qui se retrouve avec les aigles de Khéops, Oui. avec les groupes terroristes, et il se prend au jeu, et il commence à répéter avec justement les supposés terroristes, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, etc. Et il se prend au jeu, alors que c'est lui en réalité Dont on parle. dont on parle. Ouais. Je veux dire, enfin la personne qui fait ce discours là pour motiver ses troupes, en fait, il parle d'un mécréant qui a agressé le muezzin, Ouais. donc celui qui fait l'appel à la prière. En fait, il parle de lui, et lui, cet abruti, il est au milieu donc de ces terroristes du coup, et il est avec eux quoi. Ils scandent leur propre slogan, mais c'est très drôle. Ouais. Franchement, c'est un passage très drôle. Il est pas discret parce qu'il le remarque directement en fait. Je crois dans la scène. Directement, pas tout de Mais pas suite. directement, hein. mais lorsqu'il commence à crier tout seul, à la tout seul, Ah oui. c'est là où il tombe vite sa tête vers lui en fait. Ah oui, mais sauf qu'en réalité, c'est pas ça qui le fait découvrir. C'est que juste avant ça, c'est une sorte oui, d'ailleurs, c'est un imam, hein, Ouais. il est présenté comme ça. Il a une sorte d'aide, on va dire. Ouais, de messager. Voilà, Ah, une sorte oui. de messager. Il lui dit non, mais en fait, le mécréant qui a agressé le muezzin, il est dans la salle, il est avec nous. Oui, c'est vrai. Donc c'est là qu'il le voit. Puis comme cet abruti, il Comme crie tout toi. seul à la Akbar, bah, tout le monde voit que c'est lui, en fait. Voilà. Mm. C'est très drôle. J'aime beaucoup ce Oui. passage. Ouais, on peut. Effectivement. Et un autre passage qui est très drôle, c'est quand les filles elles se battent à la fin. Et là, elles se battent, elles se désapent. Franchement, on enlève la vidéo et on garde que le son. On dirait vraiment que c'est un porno. Oui, Ça, ça a été voulu, je pense. Je pense que ça a été voulu. Oui, ils font tout ça exprès. Mais alors, C'est- mais bien c'est sûr que ça a été drôle. voulu. En plus, elle se déshabille d'une certaine manière. Bien sûr. Bien sûr. c'est- De manière c'est- élégante pour laisser pas voir paraître un tout petit bout de fesse par-ci, un tout petit bout de sein par-là. C'est Et d'ailleurs, c'est 117 qui se délecte du spectacle bien sûr. et qui n'intervient pas, c'est très Ouais. drôle. Et à la fin, qui veut essayer de les intercepter quand il y a la princesse du coup qui a chopé une arme. Et il tire alors, dans son poignet, Ouais, je pense, de ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Pour lui faire tomber son arme. Bah, la main ou le poignet, on sait pas trop, donc il tire dedans. Donc là, elle lâche le truc, elle se retourne vers lui. Au moment où il la voit, il fait un geste brusque avec son arme et il la tue. Oui, il fait en mode un peu menaçant, en mode tu vas arrêter. Après, Tu vas arrêter et. Ah merde, c'est parti! Donc, ça, Il c'est aurait même pu extrêmement tuer drôle. l'Armina, ce coup. Ouais, c'est vrai, il aurait pu tuer l'Armina. Et après, le fait qu'il l'embrasse en activant la bombe et que ça fait des feux d'artifice sur le bateau, enfin sur le bateau qui s'appelle le Kapov d'ailleurs, qui avait été qui a été détourné par les aigles de Khéops. Mhm. Parce que ce bateau-là, c'était de l'armement russe qui était censé arriver du coup pour pas pour la résistance mais pour le pays lui-même. Et c'est la résistance qui l'a intercepté, je crois. Alors ça, il faut savoir que c'est un côté historique. Ah bon? Oui, oui, parce Ok. qu'en fait, on est en pleine guerre froide, on est dans les années 50, Ouais. entre Amérique, donc États-Unis, et l'URSS. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, il parle à un moment donné du président égyptien qui a réellement existé, hein, qui était un grand président dans le monde arabe, qui s'appelle Gamal Abdel Nasser en arabe, Nasser en français. Mhm. Et Nasser était un nationaliste arabe égyptien. Et en fait, il était allié de l'URSS. D'accord, ok. Voilà. Donc là, pour le coup, il a très clairement reçu le soutien des soviétiques.
Donc ça, c'est un clin d'œil à cette période historique, quoi. Ok. Ouais. Et puis après, on peut parler de la chanson, peut-être. Vas-y. La chanson, du coup, c'est toi qui m'as appris que c'était une reprise de Dalida, c'est ça? Ouais, donc une reprise de Dalida, mais pour le coup, cette chanson, je l'ai même téléchargée, je l'écoute régulièrement, exactement. Je l'écoute régulièrement, c'est très très drôle. Et tu l'avais pas reconnu? Non, j'écoute pas Dalida, moi. Déjà de base. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant, ça, moi j'écoute que de la tech d'habitude. Mais non, mais du coup, je l'écoute vraiment premier degré, des fois, genre dans la douche. Vraiment, dans la douche, je suis là en mode bambino, c'est très très drôle. Et non, franchement, elle est trop bien parce que déjà, j'ai l'impression que les paroles n'ont pas trop de sens. En fait, il me donne l'impression de ne pas savoir ce qu'il dit, mais en même temps, tout le monde est fan. Et d'ailleurs, chose que j'ai remarqué, c'est un public de blancs dans la salle globalement. Ah bon? Ouais. Il n'y a pas forcément de. En fait, c'est-à-dire que les deux seuls arabes qui sont là, ils partent au bout d'un moment. C'est c'est l'imam et l'Armina. Ouais. Et en fait, ils partent au bout d'un moment parce que l'imam, il fait partons d'ici, la musique est assourdissante, et il se casse. Tout simplement. Mais là, je trouve que c'est un peu justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté un peu pour le coup fake de certains détails. C'est qu'effectivement, on n'est pas réellement en Égypte de l'époque, évidemment. Moi, j'ajouterais autre chose, un élément de classe sociale. C'est qu'en fait, ce type de lieu, c'est pas fréquenté par n'importe qui aussi. Je veux dire, c'est un lieu d'une sorte de grande bourgeoisie égyptienne qui parlait français à l'époque. D'ailleurs, elle le dit, l'Armina. L'Égypte a été longtemps francophone, ça c'est vrai historiquement. L'aristocratie, elle parlait français. Aujourd'hui, c'est terminé, bien sûr. Tout le monde parle anglais en plus de l'arabe. Et donc voilà, c'était des lieux qui étaient plutôt fréquentés par l'aristocratie, des lieux de gens riches. Et donc, ils étaient assez un peu occidentalisé en fait, donc peut-être, mais bon. Elle a été sous occupation britannique après du coup les Français, logiquement. Alors en fait, non, c'est uniquement les Britanniques qui ont colonisé l'Égypte, pas la France. Mais comment ça, du coup, alors tu parles un peu? Non, parce qu'en fait, c'était l'élite aristocratique égyptienne qui, elle, effectivement, était plutôt tournée vers le français. Okay. Parce qu'avant d'être la France, qui a effectivement colonisé le Maghreb, mais mine de rien, c'était quand même... dans le monde européen, le français était la langue de culture. Donc il y avait un reste de cela en fait. Le français a gardé son prestige en Égypte à l'époque. Ça a été transporté par le Maghreb en fait, plus vers l'est de l'Afrique du coup. Ouais, parce que de toute façon les idées communiquaient entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Mais c'est vrai que c'est un reste de cela, c'est que avant la France était un empire et étant donné que justement quand les Égyptiens étaient colonisés par les Britanniques, eh bien ils acceptaient mieux du coup l'influence française parce que les Français n'ont pas colonisé l'Égypte. Ils ont colonisé par contre effectivement l'Algérie et ils ont émis un protectorat sur la Tunisie et le Maroc. Donc les Égyptiens du coup étaient ouverts à cette influence française. Mais attention, c'était l'aristocratie. Ils étaient ouverts, mais en même temps on leur a un peu volé la pierre de Rosette quand même. Oui, parce que l'expédition, l'expédition du coup de Champollion, elle a été financée par Napoléon III, je crois, de mémoire. Ouais, enfin bref, elle a été financée par un Français de toute façon. Donc, on leur a un peu piqué la pierre de Rosette et Alors, l'obélisque de la Concorde, je suis pas sûre qu'on l'ait piqué. Ah non, il a été donné. Elle a été donnée, c'est ça? Ouais, on est d'accord, elle a été donnée, Elle a été donnée à la France, oui, tout à fait. Ouais, mais bon, on leur a quand même piqué la pierre de Rosette. Après, ça, le nombre de vols qu'il y a eu. Pendant la colonisation. Oui, c'est ça. Est-ce que ils réclament leur trésor? Si je dis pas de bêtises à vérifier, c'est facile à vérifier, mais je crois que c'est le vice-roi Mohamed Ali. Il s'appelait Mohamed Ali, égyptien, qui avait offert l'obélisque à la France, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était un grand souverain d'Égypte du 19e siècle. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que l'empreinte française en Égypte, elle a l'air quand même assez folle, de par déjà l'empreinte latine, enfin, en termes de langue, l'empreinte latine, parce que je sais pas si la langue latine a influencé la langue arabe après, genre s'ils ont pas fait un mélange entre les deux langues à peu près au moment de la fin de l'Empire romain, et que du coup après il y a peut-être des mots latins en arabe, je sais pas ça. Je crois pas, non, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est l'inverse? C'est qu'au Moyen-Âge, c'est plutôt l'arabe qui a influencé dans les langues européennes, avec notamment le développement des sciences. Ok. Donc c'est plutôt dans l'autre sens à ce moment-là. Ok. Et en revanche, l'arabe a été de manière beaucoup à cette époque-là, donc plutôt 7e siècle et autres, a été influencé par d'autres cultures, par la culture perse notamment. Oui, bien sûr. Et par l'apport aussi ancien, biblique. Mais
Non, pas par le latin, non. Ok, C'est et la plutôt culture l'inverse. mongole aussi un petit peu, parce que les arcs de mémoire, de ce que j'ai pu lire, les arcs utilisés dans l'Égypte et le Maroc et l'Algérie, je sais plus de quel siècle, sont exactement les mêmes, enfin la même construction, en tout cas pas avec le même matériau, mais la même manière d'assembler les matériaux que les arcs mongols, c'est-à-dire c'est un arc en 3 parties. Et du coup qui permet de tirer uniquement avec 2 doigts et en visant avec un autre doigt. Alors que les arcs qu'on avait en Europe, faut tirer avec 3 doigts et en fait la flèche repose de l'autre côté de l'arc. Par exemple, si t'es droitier, tu vas avoir ta main gauche qui tient l'arc, ta main droite qui tient la flèche. Donc tu vas avoir 3 doigts qui tiennent du coup la ficelle avec la flèche et elle va reposer sur le côté gauche de l'arc. Alors que l'arc mongol, la flèche va reposer sur ton doigt directement déplié en fait. Donc voilà. Du coup, peut-être d'influence mongole aussi. Je connais pas trop, mais par contre, c'est pas impossible parce que les Mongols ont même produit des influences de la civilisation islamique ancienne et notamment des dynasties, je pense aux Mamelouks, qui ont certainement été influencées par cette culture, parce que les Mongols dévastent Bagdad au XIIIe siècle, donc ils sont là, oui, tout à fait. Okay. Une tribu turco-mongole. C'est possible, mais je connais pas bien. Ok, est-ce que vous avez d'autres éléments? Non, pour le coup, ça va. Bah, juste je trouve que le film, c'est quand même une belle reconstitution des années 50 parce qu'il y a quand même des décors qui sont bien faits. Pareil pour tout ce qui est type de photographie, les décors et les costumes en fait. Je trouvais que c'était Les assez, voitures, les On véhicules en a sont pas pas- parlé, ouais, les voitures, ils ont dû choper des voitures de collection de fou. C'est vrai qu'on en a pas parlé de ça, des Des décors, décors, ouais. costumes. Ouais, moi je connais un peu moins ça. Non, c'est vrai que les années 50, je m'y connais pas tant. Mais oui, c'est vrai que c'était très joli, t'as raison de le souligner. Ouais. C'était vraiment super chouette. Alors, de voir des vieilles voitures, des costumes un peu. Bon, après, les costumes 3 pièces, bon, ça va. Mais des costumes plutôt orientaux, ils sont sympas. Ouais. Ça représente bien C'est ça. la touche de charme un peu rétro, je trouve. Ouais. Ça a été vraiment très bien réalisé. Alors historiquement, je connais un peu ça. En revanche, il faut savoir que donc Nasser, le président dont je parlais, qui était nationaliste, en fait, c'est à partir de lui, du coup, que l'Égypte va se vider de ses étrangers, en réalité, parce que l'Égypte était connue pour son cosmopolitisme, notamment la ville d'Alexandrie, où on avait des Italiens, des Juifs, des Grecs, des Arabes, bien sûr, parce qu'ils sont là. En fait, il y a vraiment un vrai mélange, et il y a beaucoup d'Européens. Un parcours comme celui, justement, on parlait de la chanteuse Dalida, est un reste de cette culture cosmopolite en fait, ou Claude François, qui est né en Égypte. Égypte aussi, ouais. Voilà. En fait, Nasser, lui, il est nationaliste, du coup, il va de plus en plus, d'où le départ de tous les juifs, la plupart des juifs d'Égypte, date de son règne, en fait, parce qu'il était nationaliste arabe, et donc l'Égypte va perdre ce cosmopolitisme, en fait. Donc, voilà, c'est un petit truc en plus. Ouais, ok. Non, moi j'ai plus rien à rajouter, je pense que moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Moi aussi. je pense Oui, qu'on moi peut, aussi. on peut conclure avec cette phrase de « J'aime le beurre et la biscotte Oui, C'est- j'aime me battre. J'aime me battre. J'aime me battre. Bon, c'est Ouais. vrai qu'il était très drôle et c'était un plaisir de le revoir Effectivement, pour ce ouais. podcast. C'était un grand plaisir. Donc, Paris réussi. Ça va me motiver à regarder le 2. » Ouais, moi aussi. Ouais, mais même le 3, en vrai, il est cool. Genre, enfin, je l'ai trouvé vraiment cool le 3 parce que c'est dans la continuité du personnage. Certes, c'est un peu moins bien fait, mais au moins on retrouve OSS et c'est cool. Merci, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, j'avais oublié. Alors moi j'ai détesté le 3, que j'ai vu au ciné. Je suis parti au bout de la 25e minute, je crois. Ouais, vraiment. En fait, c'est réalisé par un autre réalisateur, par Nicolas Bedos, dont je parlais. D'accord, mais moi je paye, je reste. Oui, voilà, c'est ça, moi aussi. Hein, C'est mieux, je reste, je me dis c'est bien en vrai. Écoute, Picsou, c'est ton choix, hein, mais... Après, je pense que quand t'es autant dégoûté par une saga, tu sais que Pirates des Caraïbes, par exemple, ils ont lavé 3 fois le même réalisateur, le 4ème, c'est qu'après c'est de la merde. Donc ça arrive souvent, ça dans beaucoup Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. de films. En fait, quand tu changes de réalisateur, tu changes un peu, on va dire, le charme qu'il y avait déjà eu, et l'humour parfois aussi peut changer, Bien et sûr. ça peut vraiment casser une saga, je trouve. On reparlera plus tard de Star Wars, Ouais. épisode 7, 8, 9, où il y a 3 réalisateurs On différents. parlera aussi du Hobbit aussi, puis pourtant il y a le même réalisateur, pourtant. Non, le réalisateur, c'est trop bien. Ah, avec Peter Jackson aussi, le... Ouais, c'est horrible. Ah bah c'est clair, je savais pas que c'était avec Ouais, lui. c'est aussi. C'est fou. Non, c'est clair que ça change complètement et... Après, parfois, c'est pas si mauvais. Je sais que t'as certains producteurs qui aiment bien changer de réalisateur pour avoir d'autres visions de l'histoire ou d'un truc. Par exemple, pour Harry Potter, c'est aussi ce qui a été prévu à la base. Mais
pour OSS, je trouve ça un peu dommage parce que tu continues avec 3, bah, tu restes en fait avec le même au lieu de changer bêtement, je trouve. Merci. J'ai un bon exemple de réussite, c'est de changement de réalisateur, ce qui est pas souvent. Alors, je crois que vous l'avez peut-être pas vu, on en avait un peu parlé. Vous savez, l'ancienne saga des Superman. Oui. Voilà, avec un grand acteur, Christopher Reeve, qui est mort maintenant, qui était devenu tétraplégique, enfin, un homme vraiment, il faudra qu'on le fasse. C'est vraiment une très belle saga. En fait, donc c'est Superman, bien sûr. Voilà. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que ils ont changé de réalisateur en cours de route. Alors je sais plus comment il s'appelait, mais peu importe. Il y a eu vraiment au minimum 2 réalisateurs différents, si ce n'est pas 3 en fait. Ah oui. Pour le 1, 2, 3, et pire après il y a eu un 4 qui a été un gros navet, vraiment une nullité. Mais là pour le coup, si on met de côté le 4, Superman 1, 2, 3, le changement de réalisateur a donné vraiment une touche d'originalité très intéressante. Donc des fois ça marche, mais je trouve que souvent ça ne marche pas. Et moi, en tout cas c'est mon avis, on peut être pas forcément d'accord, mais je trouve que là ça ne marche pas. Le 3, moi je l'aime pas en fait. Vraiment, je trouve qu'il a été à côté. Je vais même aller plus loin. Je trouve que le 3 est raciste en fait, profondément. Ah oui, bien sûr. Non mais vraiment, il était pas. c'est-à-dire que sans faire exprès, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, il y a bien Pierre Ninet dedans, on en discutait tout à l'heure. Il y a vraiment Pierre Ninet dedans qui joue Serge, le OSS de 880, je sais pas quoi. Après, le réalisateur, il était pas un peu extrême, non? Tu m'avais dit? Non, c'est pas qu'il Non, c'est pas qu'il est extrême. Je croyais qu'il était. Non, c'est juste qu'il a son style, mais moi, je n'aime pas ce style. Ça peut pousser? Non, c'est qu'en fait, je crois qu'il est tellement imbu de lui-même que du coup, il se rend pas compte qu'il transmet ça dans ses films. Et du coup, il touche à côté, en fait. C'est lui qui avait écrit le scénario? Parce que si c'est lui, du coup, ça me donnerait pas. Mais par contre, c'est lui qui valide le scénario. Je sais, de toute façon, il l'adapte aussi. Tu le valides, oui, mais t'as aussi le mot du scénariste derrière. C'est lui, il est payé pour ça aussi, tu vois. Ouais, mais attention, c'est le réalisateur qui décide de ce qu'il va faire. Et il est libre, d'inviter ou pas le scénariste ou de. Ça dépend aussi si avant le tournage ils prévoient aussi de collaborer ensemble. Parfois t'as des réalisateurs qui veulent faire eux-mêmes comme James Cameron il fait ça. Parfois il fait souvent lui-même ses scénaristes ou alors il travaille avec d'autres. Alors j'avoue que je sais pas si c'est qui l'a écrit. Enfin bon bref, en tout cas voilà. Bon, c'est un avis différent. Ok, en tout cas voilà, c'était vraiment très sympathique et je trouve que c'est rare d'avoir des films intelligents de ce degré comique français en plus. Ouais. Donc bravo, pareil réussi. C'est cool. C'est parfait, on vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre série sur les classiques. Et salut, à plus. À plus. Retour dans le cinéma. Oh! Ça, c'est moi qui ai trouvé ça. Oh! Vas-y, pastis. On n'en a pas 6. Oh, le pote. Et le cover en même temps. Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, je veux dire, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire faute. Antoine Banderas. Oh, il est fort. Mais oui! Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non, je rigole. Allez, Yahoo!